chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le contrôle et la prise des photos pour les licences des joueurs participant à la 4e édition du tournoi Viva Football U17 se sont déroulés aujourd'hui. Au total, 32 équipes participent à la compétition avec 25 joueurs par équipe, soit 800 jeunes joueurs qui ont été contrôlés aujourd'hui. Les vérifications pour chaque équipe ont commencé dès 6 heures du matin. Détails sur les images de Narsour Azakassan. Le contrôle s'est déroulé en 3 étapes avant de procéder à la prise de photos destinée à être apposée sur la licence. La première étape consistait à vérifier les documents administratifs de chaque joueur. Ensuite, les joueurs ont passé un entretien oral portant sur leur date de naissance. Chaque joueur appelé devait ainsi annoncer sa date de naissance. Certains joueurs ont donné une date différente de celle inscrite dans leur dossier lors de cet entretien oral, ce qui a conduit à leur exclusion de l'équipe. La dernière étape était la visite médicale réalisée par un médecin avant de passer à la prise de photos. Par ailleurs, le responsable de Viva a félicité les équipes qui ont respecté toutes les consignes. L'équipe EFMA, championne de l'édition 2025, se dit prête à défendre son titre pour cette année. De son côté, Soccer Academy Mamas, qui participe pour la première fois à la compétition, affirme être prête à donner le meilleur d'elle-même dans ce tournoi. Le tirage au sort pour la répartition des équipes par groupe de cette 4e édition du Viva Football U17 se tiendra vendredi prochain. Également dans les actualités, le 20 mars 2026 marquera la célébration de l'Eid al-Fitr selon la lettre adressée au gouvernement par le président de l'Association des musulmans malagasy. À cette occasion, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a publié un communiqué indiquant que cette journée sera chômée mais payée. Cette décision s'appuie sur le décret fixant la liste des jours fériés chômés et payés publié le 8 janvier 2026. La localité de Souamiampit, située à Itos, est celle que nous vous faisons découvrir dans ce reportage. Fondé en 1959 par l'Église catholique, ce village abrite également un kararan, un site où se trouve une source d'eau intarissable. Détails sur les images de Yves Chanel. L'année 1959 fut l'une des plus difficiles pour les habitants d'Antananarivo et de toute la région Est. De nombreux endroits de ces régions ont été frappés par de graves inondations provoquées par 2 cyclones successifs, survenus à la mi-mars et au début du mois d'avril. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, tandis que 83 200 habitants se sont retrouvés sans abri. C'est dans ce contexte qu'est né le village de Souamiampit, aujourd'hui devenu un fouktan. Ce terrain appartient à l'église catholique et 27 maisons y ont été construites au départ pour accueillir les sinistrés provenant de plusieurs fouktans de la capitale, après l'autorisation accordée par le pape Jean XXIII. C'est également ici que se trouve la source intarissable d'un kararan. À l'époque, cette source constituait la principale ressource en eau des habitants qui buvaient l'eau en utilisant des feuilles de taro comme récipient. Le lieu possède aussi un caractère sacré et certains tabous devaient être respectés. Par exemple, ceux qui ont consommé du porc ne peuvent pas y entrer, explique le chef fouktan Rakout Malala Patrice. Certaines personnes viennent même ici demander des bénédictions. Dans ces moments-là, l'endroit devient un lieu de prière. Nombreux sont ceux qui viennent puiser de l'eau, surtout lorsque l'eau de la Jirama est coupée. 67 ans plus tard, 43 maisons sont désormais construites dans cette localité et plus de 2000 habitants y vivent. Le fouktan Souamiampit se situe dans la commune d'Anjannaouch.
Dans les actualités sociales, les feux tricolores seront remis en place pour réguler la circulation dans la capitale. Des installations liées à ce projet sont déjà visibles du côté d'Analakeli. Selon les responsables de la commune urbaine d'Antananarive, 8 feux tricolores ont déjà été installés, mais ils ne sont pas encore opérationnels. Les travaux connaissent également un ralentissement en raison de la situation actuelle au sein de la commune. Cependant, la reprise des travaux est à espérer, a déclaré Arlal Ramanantsu lors d'un échange avec les journalistes hier. Antoniana Martina, Zara Jiansu. Suite aux déclarations de Arlal Ramanantsu, les travaux d'installation des feux tricolores à Antananarive sont donc temporairement suspendus dans l'attente d'une situation administrative clarifiée au sein de la commune. À ce jour, 8 feux tricolores ont déjà été installés à Analakeli, mais ils ne sont pas encore en fonctionnement selon les explications. Ce projet vise à mieux organiser la circulation dans la capitale, à réduire les embouteillages prolongés, à sécuriser les piétons lors de la traversée des routes et à définir les priorités de passage aux intersections selon les responsables de la commune urbaine d'Antananarive. Les axes stratégiques et les zones proches des écoles sont également ciblés pour l'installation de ces dispositifs. D'après les informations prévues dans le projet, 75 feux tricolores devraient être installés dans la capitale, notamment à Analakeli, à Noussi, à Kourndjan, ainsi que le long de la rocade. Pour l'instant, aucune date précise n'a encore été fixée pour la mise en service de ces feux tricolores. Les formations dans les domaines du data et de l'intelligence artificielle suscitent aujourd'hui un grand intérêt chez les jeunes. Bien que les frais de formation soient très élevés, les secteurs de l'IA et du data offrent actuellement de nombreuses opportunités d'emploi selon les acteurs œuvrant dans la formation dans ces domaines. Ces compétences sont devenues incontournables dans le développement du numérique et il est donc important de soutenir les jeunes afin qu'ils puissent les maîtriser, ont-ils ajouté. Toujours un reportage de Antoniana Martina et de Zara Jiansu. Les domaines du data et de l'intelligence artificielle sont désormais indissociables du monde de l'éducation et du travail. Selon les explications, il s'agit d'outils créés pour être utilisés par l'être humain et non pour le remplacer, d'où l'importance de bien les maîtriser. En ce qui concerne les frais de formation, ils restent très élevés, mais malgré cela, ces deux domaines attirent de nombreux jeunes, selon toujours les explications. L'objectif est donc de former les jeunes à l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle afin qu'ils puissent les appliquer dans leurs études et dans le monde professionnel. Pour cela, les formateurs collaborent avec une grande entreprise du secteur des télécommunications, permettant ainsi d'offrir des formations gratuites aux jeunes à Madagascar. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du projet Tanouranao, dure 3 semaines. Jusqu'à présent, 500 jeunes en ont déjà bénéficié dans plusieurs villes, notamment Tuliar, Fianarantsoa, Antsranan et Antananarivo. À compter d'aujourd'hui, des voyages supplémentaires seront ajoutés chaque samedi au train urbain, selon l'annonce faite par le ministère des Transports. Il y aura ainsi 3 départs depuis Souaran et 3 départs depuis Imboumanaboul. Les détails. De nombreuses personnes souhaitent emprunter le train urbain remis en service à Antananarive par le président Andradouel. Face à cet engouement, le ministère des Transports a décidé d'augmenter le nombre de voyages le samedi. Voici donc les nouveaux horaires du samedi. Depuis Souaran, premier départ à 8h30, deuxième départ à 11h30, dernier départ à 16h. Depuis Imboumanaboul, premier départ à 9h45, deuxième départ à 12h45, dernier départ à 17h15. Le tarif du trajet reste inchangé, fixé à 3 000 arrières. Par ailleurs, depuis le 9 mars, le ministère des Transports a lancé un appel à candidature pour le poste de directeur général chargé de la gestion du train urbain. Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier jusqu'au 24 mars.
Et fait divers, 5 personnes ont été arrêtées pour vol à la tire, vol à la sauvette et recel d'objets volés à Tirunmandidi. Une opération menée par la police nationale a permis de les appréhender. Fin de scène à Mireille. De nombreuses personnes se plaignent de la présence de pickpockets et d'auteurs de vol à la sauvette à Tirunmandidi, chef-lieu de la région Bungulav. Le marché est l'endroit où ces malfaiteurs commettent le plus souvent leurs méfaits et les clients y sont les principales cibles. Face à cette situation, la police nationale a mis en place une stratégie consistant à déployer des policiers en civil pour surveiller le marché de Tirunmandidi. 3 individus ont ainsi été pris en flagrant délit et arrêtés pour vol à la sauvette et vol à la tire. Au cours de l'enquête, ces 3 suspects ont également indiqué l'identité des receleurs d'objets volés qui ont été arrêtés à leur tour. À l'issue de l'enquête, les 5 individus interpellés seront présentés au parquet. Et en politique, les manifestations se sont multipliées dans plusieurs localités autour d'Antananarive, d'Alochamangour et de la région Atsnanan. Ces mobilisations ne représentent qu'une partie des mouvements observés, chacun ayant ses propres motifs de revendication. On peut en déduire que la gestion du pays va mal, puisque les citoyens expriment leur mécontentement dans la rue. Jean-Claude Ndjamalal. À peine l'année 2026 commencée, les mouvements populaires se sont multipliés un peu partout. Des citoyens insatisfaits de la prise en charge par les autorités actuelles ont commencé à exprimer leur frustration. Au mois de février, la ville de Tuamasin a fait l'objet de nombreuses discussions quotidiennes après le passage du cyclone Gézani. La ville a été dévastée, les biens détruits et la population s'est retrouvée profondément désemparée. Beaucoup estiment que l'intervention de l'État n'a pas été suffisamment visible, ce qui a provoqué des mouvements de protestation, notamment parmi les étudiants de Barikadim, ainsi que dans plusieurs Fuktan de Tuamasin 1 et Tuamasin 2. Les revendications étaient similaires, obtenir une aide de l'État afin de se relever après la catastrophe. Cependant, l'aide est restée très limitée, tandis que les conditions météorologiques continuaient de se dégrader et que de nombreuses habitations restaient détruites. Ces éléments figurent parmi les principales causes des manifestations à Tuamasin. Dans la région Aloch, en plus des dégâts laissés par le cyclone Gézani et du manque d'assistance aux sinistrés, les agriculteurs ont également exprimé leur colère. Ils sont même allés jusqu'à bloquer la route nationale 44 à Foudial pour protester contre la chute du prix du riz. Les paysans dénoncent l'inefficacité du SPM censé acheter leur production et expliquent que le prix du riz paddy, tombé à environ 1000 arrières le kilo, ne couvre même pas les coûts de production. Dans la capitale, les étudiants d'ACAD se sont opposés à un projet porté par le CROUA et l'université d'Antananarive, une mobilisation qui a finalement conduit à réclamer la démission du directeur du CROUA. Les habitants d'Ambuipou et d'Ankats sont également descendus dans la rue, estimant que leurs revendications sociales n'ont pas reçu de réponse satisfaisante de la part des autorités. Les habitants de Tarasoch et des environs ont eux aussi exprimé leur colère et leur frustration en raison des accidents fréquents sur la nouvelle route reliant Tarasoch à Ivatu, accidents qui causent régulièrement des morts et des blessés. Ils réclament la reconstruction d'une passerelle pour piétons, mais pour l'instant, seules des solutions provisoires ont été mises en place par l'État. D'autres manifestations ont également eu lieu dans certains Fuktan d'Antananarive, notamment en raison de la montée des eaux dans des quartiers comme Ilanvat et Indutapenak, où aucune solution durable n'a encore été trouvée, si ce n'est l'arrêt des pluies. Par ailleurs, les problèmes d'électricité et d'approvisionnement en eau, qui avaient déjà suscité la mobilisation de la génération Z et contribué à l'arrivée du pouvoir actuel, persistent aujourd'hui dans plusieurs régions et se sont même aggravés dans certains endroits, provoquant de nouvelles manifestations. Les habitants de Mainz ont ainsi bloqué la route nationale 4 pour protester contre les coupures d'électricité et le manque d'accès régulier au courant.
Le problème de l'approvisionnement en eau devient également de plus en plus préoccupant pour la population. En résumé, les résultats concrets du gouvernement semblent difficilement perceptibles et beaucoup se demandent où se trouve réellement le changement annoncé ou s'il ne s'agit pour l'instant que de promesses restées au niveau des discours et des textes. Et passons à présent aux actualités internationales. Au Liban, la ville de Tyr est sous les bombardements quasi constants de l'aviation israélienne. Classée en zone rouge, elle peut désormais être frappée dans tous ses quartiers sans avertissement. Bâtiments éventrés, familles déplacées. Un reportage de France 24. C'est une route pavée de drapeaux à la gloire du Hezbollah et de bâtiments éventrés. À l'entrée de Tyr, le portrait du nouveau guide suprême iranien, Mojtada Khamenei, est déjà là. Le mouvement politico-militaire chiite libanais lui a prêté allégeance. La ville est sous le feu constant de l'aviation israélienne. C'est le bastion du Parti de Dieu dans le sud Liban. Ses membres nous accompagnent pour nous montrer les dégâts des dernières frappes. Sans eux, impossible de filmer. Ici, ils affirment que c'était une zone résidentielle. Tu ne veux pas parler? Non, laisse ce qui est dans mon cœur, dans mon cœur. C'est quoi la raison d'attaquer des maisons civiles? Ils devraient combattre les combattants. On restera ici. Mon sang se mêlera avec la terre s'il le faut. Ici, c'est mon pays. C'est mon pays. Mon pays. Je ne le quitterai pas. Les ordres d'évacuation de l'armée israélienne sont quotidiens et tous les quartiers de la ville, indistinctement, sont potentiellement une cible. Des dizaines d'immeubles ne sont plus que gravats. Voici ce qu'il reste du siège local de la banque du Hezbollah. Cette centaine de papiers au milieu des gravats, ce sont des demandes de prêt auprès de la banque Al-Kar Al-Hassan, l'institution financière du Hezbollah qui a été lourdement frappée par l'armée israélienne et qui permettait aux habitants de Tyr d'avoir des crédits sans intérêt. Israël entend réduire à néant les sources de financement du Hezbollah. Quasiment toutes ces banques ont été systématiquement bombardées. D'autres raids ont touché des infrastructures civiles comme cette centrale électrique privée. Il n'y a rien ici, c'est juste une station pour générer de l'électricité pour la ville. Il y a des moteurs et des plaques photovoltaïques pour la ville. Son entreprise a été anéantie dès le premier jour de la guerre. La frappe a tué un de ses employés. Khalil, pourtant, est bien décidé à tout rebâtir. On a grandi avec les crimes israéliens. Ce qui est arrivé ici ne changera pas notre volonté. Nous sommes déjà en train de tout nettoyer. On reconstruira tout comme avant, et même mieux. Israël recommande à tous les habitants du sud Liban de partir sur une bande de terre large de 40 km depuis la frontière et ne cache plus son intention de créer une zone tampon. Tyr serait alors en première ligne. L'ONU présente sur place a communiqué sa grave inquiétude devant l'escalade du conflit. La mairie s'active à offrir un abri à ceux qui fuient les combats. Elle accueille 250 familles et envoie de l'aide à 3500 autres restés dans les villages alentours. Ces déplacés ne veulent pas partir plus au nord malgré les injonctions à évacuer, malgré les bombardements. Pas question de s'éloigner plus de leur foyer. On n'a pas quitté la ville. On est toujours à Tyr parce que nous sommes une famille nombreuse et la situation financière est difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résister ici, sur nos terres. Rouweida et sa famille viennent d'un village frontalier sur les hauteurs de Tyr. On est venu ici le deuxième jour de la guerre. La situation chez nous est devenue très difficile. J'espère que la situation s'apaisera et que nos mecs seront protégés. Que Dieu protège nos hommes et la résistance. Enregistre ça. Près d'1 million de Libanais ont été déplacés alors que les combats et les raids s'intensifient. 200 000 personnes vivaient avant dans cette région de Tyr. Sur les collines, par-delà l'immense Anse et sa longue plage, les chasseurs israéliens larguent leurs bombes. Les combattants du Hezbollah tirent leurs roquettes.
dans un va-et-vient qui semble pour l'instant sans fin. Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi soir que les États-Unis avaient complètement détruit des cibles militaires sur l'île de Kar, principal terminal pétrolier de l'Iran. Il a prévenu qu'il détruirait aussi les infrastructures pétrolières de l'île si l'Iran ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz. France 24. Seulement 25 km² et une cible de choix pour l'armée américaine. L'île de Karg, au nord du golfe Persique, abrite des réservoirs et des terminaux pétroliers iraniens qui n'ont pas cessé de fonctionner depuis le début de la guerre. 9 barils de pétrole iranien sur 10 transitent par ici, à destination principalement de l'Asie via le détroit d'Ormuz. Jusqu'ici épargné, Karg a été frappé dans la nuit de vendredi sur ses infrastructures militaires, mais Donald Trump menace d'aller plus loin. J'ai choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières de l'île. Cependant, si l'Iran ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, je reconsidérerais immédiatement ma décision. Sauf que pour Téhéran, ces îles du Golfe sont une ligne rouge. Elles sont indispensables à ses exportations pétrolières, la principale source de revenus du régime. L'armée iranienne menace donc Washington de riposter. Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies de la région, en partie détenues par les États-Unis, seront immédiatement détruites et réduites en cendres. Une politique œil pour œil, dent pour dent, qui fait craindre un nouveau choc pétrolier et une nouvelle hausse du cours du brut. Donald Trump a aussi affirmé que la marine américaine escorterait très prochainement des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Au 15e jour de guerre au Moyen-Orient, l'armée iranienne a promis aujourd'hui de réduire en cendres les installations pétrolières et énergétiques liées aux États-Unis au Moyen-Orient, alors que le président américain a affirmé la veille qu'une attaque américaine avait complètement détruit des cibles militaires sur l'île de Karg. France 24. Les médias iraniens ont confirmé cette attaque en affirmant que, en fait, c'était une partie des installations militaires sur l'île de Karg qui ont été donc visées par des frappes américaines, mais qu'il restait toujours d'autres installations pour défendre le terminal, qui est le principal terminal pétrolier de l'Iran. L'Iran possède un autre terminal en mer d'Oman plutôt, donc peut utiliser ce terminal, le terminal de Jask, donc qui est peu utilisé jusqu'à maintenant, mais l'Iran a affirmé qu'il y aura des ripostes très importantes contre les intérêts américains et les pays de la région en réponse à cette attaque. Siavosh, justement, l'Iran a menacé de frapper toutes les infrastructures pétrolières et gazières de la région si ces installations sur l'île de Karg venaient à être touchées. Absolument, il y a déjà un pétrolier qui a été donc visé par un missile, un pétrolier américain qui est en feu auprès d'un grand port aux Émirats Arabes Unis. Et puis il y a une liste d'installations pétrolières et gazières, mais aussi pétrochimiques dans la région. Une liste qui est donnée par les médias iraniens en affirmant que ces cibles-là, ces installations-là seront visées en réaction donc à l'attaque américaine, notamment et en particulier les deux principaux terminaux pétroliers de l'Arabie Saoudite, notamment le terminal Al-Tanoura, qui a une capacité, les deux terminaux ont une capacité de 9,5 millions de barils de pétrole par jour, donc les plus importantes installations et terminaux pétroliers dans le monde. Mais il y a aussi donc un terminal pétrolier au Koweït, à Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, et les gardiens de la Révolution ont affirmé que désormais toutes ces installations-là, tous ces terminaux seront la cible des missiles iraniens. L'Iran qui a lancé dans la nuit deux vagues d'attaques contre Israël, mais aussi de manière combinée contre Israël avec le Hezbollah, mais aussi contre des installations militaires américaines, notamment une base américaine à Bagdad.
et aussi une base donc américaine en Arabie Saoudite, où Téhéran affirme que 5 avions ravitailleurs ont été endommagés lors de cette frappe contre la base du prince Al-Sultan, donc qui a été visée en Arabie Saoudite. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Passez un excellent week-end.